Pas le vide abyssal sur ses relevés de compte bancaire. Mes mains tremblaient. Et ils ont dit que je réagissais de manière excessive. Ils ont dit que je voyais des choses qui n'existaient pas. Ils ont dit qu'à mon âge je devrais peut-être m'occuper de mes propres affaires et laisser les familles régler leurs problèmes elles-mêmes. Mais j'ai vécu assez longtemps pour savoir à quoi ressemble la peur. 30 ans dans l'armée de terre française vous apprennent cela. Et quand votre meilleur ami depuis 40 ans arrête de vous regarder dans les yeux, quand il tressaille au moindre bruit fort, quand il s'excuse presque d'exister, vous n'avez pas besoin d'être un détective pour savoir que quelque chose va catastrophiquement mal. Je m'appelle Jean-Pierre Morel. J'ai 68 ans et je vis dans un quartier résidentiel très calme et sécurisé juste à la périphérie d'Annecy. Le genre d'endroit où tout le monde connaît tout le monde, où le prix de l'immobilier ne cesse de grimper, où les gens font leur jogging à l'aube et se plaignent des services d'entretien des jardins lors des réunions de copropriété. Le genre d'endroit où l'on ne s'attendrait jamais à trouver une situation de prise d'otage psychologique. Mais c'est exactement ce que j'avais sous les yeux. Tout a commencé un mardi matin de juillet. Je m'en souviens parce que c'était le jour du ramassage des ordures et je traînais mes bacs sur le trottoir quand j'ai vu Alain Mercier en face faire de même. Alain était mon voisin, mon partenaire de randonnée, mon compagnon de belote chaque mercredi soir depuis 10 ans. Nous avions tous deux perdu nos épouses à cause du cancer à quelques mois d'intervalle, et nous nous étions en quelque sorte adoptés l'un l'autre de cette façon silencieuse que les hommes ont quand ils sont en deuil. Il était ma famille dans tout ce qui comptait vraiment. Bonjour Alain, ai-je lancé en agitant la main. Toujours d'accord pour mercredi. J'ai un vieux cognac que je veux te faire goûter. Il a levé les yeux et c'est là que je l'ai vu. L'échymose, d'un violet sombre, s'étendant de son œil gauche jusqu'à sa pommette. Le genre de marque que l'on reçoit d'un poing fermé, pas en se cognant dans une porte. J'avais vu assez de blessures de combat pour connaître la différence. Oh, ça a-t-il dit en touchant son visage avec une grimace. Vieux fou maladroit que je suis. J'ai glissé en sortant de la douche hier. Tu sais ce que c'est à notre âge. Mais ses yeux disaient autre chose. Il disait, aide-moi. Il disait, je ne peux pas parler. Il disait, s'il te plaît ne pose pas de questions auxquelles je ne peux pas répondre. Avant que je puisse insister, la porte d'entrée de sa maison s'est ouverte brusquement et Bastien Leroy est sorti. Le gendre d'Alain, 38 ans, promoteur immobilier dans la FinTech, conduisait une Porsche électrique, portait des costumes de créateur, avait ce sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Il s'était installé avec Alain et sa femme Chloé il y a environ 9 mois après le décès de Monique, la femme d'Alain. Il disait vouloir aider Alain à traverser son deuil. L'aider à entretenir cette grande villa. Alain, qu'est-ce que je t'ai dit à propos de soulever ces bacs lourds? Tu vas encore te faire mal. La voix de Bastien était forte, joyeuse, portant de l'autre côté de la rue pour que tout le monde puisse l'entendre. Jean-Pierre, bonjour. Comment allez-vous? Belle journée n'est-ce pas? Bonjour Bastien, ai-je dit prudemment en observant comment les épaules d'Alain se voûtaient, comment il reculait légèrement quand Bastien approchait. Alain, cette offre pour mercredi tient toujours. On pourrait commander un bon repas à la brasserie que tu aimes tant. Le bras de Bastien a entouré les épaules d'Alain et j'ai vu le vieil homme se raidir. En fait Jean-Pierre, papa a eu quelques problèmes d'équilibre ces derniers temps. Le médecin pense qu'il devrait éviter les activités nocturnes jusqu'à ce que nous ayons réglé son traitement. On ne veut pas qu'il erre la nuit tu sais. À son âge une chute pourrait être dévastatrice. Alain avait 65 ans, 3 ans de moins que moi. Des problèmes d'équilibre, c'était ridicule. C'est ça et je dis lentement. Eh bien Alain tu me fais savoir si tu as besoin de quoi que ce soit, n'importe quand. Alain a croisé mon regard pendant une seconde. Et ce que j'y ai vu m'a glacé le sang. Puis Bastien l'a dirigé vers la maison en bavardant sur les courses qu'il devait faire, les rendez-vous à prendre, les choses à accomplir. Je suis resté là dans mon allée longtemps après qu'il soit entré, fixant la maison d'Alain, mon instinct hurlant. Quelque chose n'allait vraiment pas. Au cours de la semaine suivante j'ai observé. C'est quelque chose qu'on vous apprend dans le renseignement militaire. Observation avant l'action. J'ai remarqué qu'Alain ne sortait plus jamais seul. Comment Bastien ou Chloé étaient toujours avec lui, planant toujours, parlant toujours à sa place. J'ai remarqué qu'Alain avait perdu du poids, que ses vêtements flottaient sur sa silhouette, que le jardin que Monique avait tant aimé, qu'Alain avait entretenu religieusement pendant un an comme une sorte de mémorial pour elle, était maintenant envahi par les mauvaises herbes et négligé.
J'ai remarqué que Bastien avait installé de nouvelles caméras de sécurité autour de la propriété d'Alain, 6 au total, toutes pointées vers l'extérieur, toutes s'assurant que tout le monde pouvait voir qui entrait mais que personne ne pouvait voir ce qui se passait à l'intérieur de cette maison. Mais Bastien avait commis une erreur cruciale. Il avait oublié mes caméras. J'avais installé un système de sécurité complet il y a 5 ans après que ma femme Catherine ait commencé à avoir des problèmes de désorientation. Les caméras couvraient toute ma propriété et parce que mon allée est située de biais par rapport à celle d'Alain, mon système avait une vue parfaite sur son entrée latérale, celle menant au garage. Le jeudi soir je me suis assis devant mon ordinateur et j'ai commencé à visionner les enregistrements. Je suis remonté 3 semaines en arrière en regardant en vitesse accélérée. Ce que j'ai vu m'a donné envie de passer mon poing à travers l'écran. 4 juillet, 23h47. Bastien saisissant le bras d'Alain, le tirant violemment vers le garage. Alain trébuchant. Bastien le bousculant contre le mur. 8 juillet, 14h33. Alain portant des sacs de course. Bastien les lui arrachant, le réprimandant. Je ne pouvais pas entendre les mots mais le langage corporel était clair. Bastien criait après un homme qui avait servi son pays, élevé une famille, construit un cabinet comptable prospère, traité tout le monde avec gentillesse et respect. 13 juillet, 9h15. Alain sortant le recyclage. Bastien se précipitant après lui saisissant le poignet, le tordant. Le visage d'Alain se contractant de douleur. 19 incidents. J'ai compté 19 incidents distincts de maltraitance à la caméra sur 3 semaines et ce n'était que ce que je pouvais voir. J'ai tout sauvegardé sur 3 disques différents. Puis j'ai commencé à passer des appels. Le premier était pour Robert Lefebvre, un vieil ami de l'armée devenu avocat spécialisé dans le droit des aînés. Le second était pour la capitaine Sarah Morin, que j'avais rencontrée lors d'un événement caritatif pour les vétérans l'année dernière. Le troisième était pour James Wong, un enquêteur privé qui me devait un service. Jean-Pierre, es-tu absolument certain de cela m'a demandé Robert quand nous nous sommes rencontrés pour un café le samedi matin. Les accusations de maltraitance envers les personnes âgées, surtout contre des membres de la famille, sont graves. Si tu te trompes. Je ne me trompe pas. J'ai les images. J'ai les dates, les heures, les incidents documentés. Et Robert, il y a plus. J'ai vérifié les registres de propriété d'Alain. Bastien a renégocié l'hypothèque de la maison 3 fois en 9 mois. Il a retiré plus de 450 000 € de capital. L'expression de Robert s'est assombrie. Est-ce qu'Alain le sait? Je ne pense pas qu'Alain sache même quel jour on est. Je pense qu'il est isolé, contrôlé et systématiquement dépouillé par quelqu'un qui est censé le protéger. Et Chloé, sa fille? C'était la question qui me hantait. Chloé Mercier-Leroy avait 33 ans, une ancienne institutrice qui avait arrêté de travailler il y a 2 ans après une fausse couche difficile. Et d'après ce qu'Alain m'avait dit avant qu'il n'arrête de me parler, elle ne s'en était jamais vraiment remise. Maintenant elle était de nouveau enceinte d'environ 5 mois. Savait-elle ce que son mari faisait à son père? Était-elle complice ou était-elle une autre victime? J'ai eu ma réponse le dimanche soir. J'étais dans mon jardin en train d'arroser les tomates que Catherine avait plantées l'année avant sa mort quand j'ai entendu quelqu'un à ma clôture. C'était Chloé. Elle avait l'air épuisée, les yeux rouges d'avoir pleuré, une main protégeant son ventre arrondi. « Monsieur Morel, est-ce que je peux vous parler s'il vous plaît ?» J'ai posé le tuyau et ouvert le portail. « Chloé, bien sûr. Entre. Est-ce que je peux t'offrir de l'eau? Un jus de fruits. » Elle a secoué la tête regardant vers sa maison comme si elle s'attendait à voir Bastien apparaître à tout moment. « Je ne peux pas rester longtemps. Bastien pense que je suis à la pharmacie. Monsieur Morel, je dois vous dire quelque chose mais je suis terrifié. Si Bastien découvre que je vous ai parlé, il ne le saura pas par moi. Quoi que tu aies à dire, tu peux me faire confiance. » Les mots sont sortis dans un souffle. C'est mon père. Bastien lui fait du mal financièrement, émotionnellement, physiquement. Ça a commencé il y a environ 6 mois après que papa a signé les procurations. Bastien a dit que c'était juste pour aider à gérer les factures de papa, ses investissements, pour lui faciliter les choses. Mais ensuite les emprunts ont commencé. Bastien a dit que c'était pour des opportunités d'affaires, qu'il rembourserait tout avec des intérêts, que papa serait tranquille pour la vie. Mais l'argent ne cesse de disparaître.
Et papa devient de plus en plus petit, plus silencieux, comme s'il disparaissait lui aussi. Chloé, est-ce qu'il te fait du mal à toi? Sa main est retournée sur son ventre et j'ai eu ma réponse avant qu'elle ne parle. Il ne m'a jamais frappé. Mais les choses qu'il dit, la façon dont il contrôle tout, chaque euro que je dépense, partout où je vais, chaque personne à qui je parle. J'ai peur, monsieur Morel. J'ai peur pour mon bébé. J'ai peur pour mon père mais je ne sais pas comment partir. Nous n'avons pas d'argent. Bastien m'a obligé à fermer mon compte bancaire. Tout est à son nom maintenant. Si je pars je n'ai rien. Et il a menacé de faire déclarer papa inapte pour le placer en maison de retraite si je ne coopère pas. Ma mâchoire s'est contractée si fort que j'ai cru que mes dents allaient se briser. Tu en es à combien de semaines? 22 semaines. C'est une fille. Est-ce que Bastien sait que tu me parles? Non. Il est à une conférence à Lyon jusqu'à demain soir. C'est la seule raison pour laquelle j'ai pu venir. Monsieur Morel, pouvez-vous nous aider s'il vous plaît? Je sais que c'est beaucoup demandé mais je ne sais plus vers qui me tourner. Ma mère n'est plus là. Je n'ai pas de frères ou sœurs et Bastien m'a isolé de tous mes amis. Il dit qu'ils étaient toxiques, qu'ils étaient jaloux de ce que nous avons, mais je pense qu'il ne voulait tout simplement pas que quelqu'un pose des questions. J'ai regardé cette jeune femme, enceinte et terrifiée, demandant de l'aide de la même manière que les soldats au combat demandent une évacuation sanitaire, avec désespoir et espoir à parts égales. Chloé, j'ai besoin que tu me fasses confiance. Peux-tu faire ça? Elle a hoché la tête. Bien. Voici ce qui va se passer. J'ai des amis, des gens qui se spécialisent dans des situations comme celle-ci. Des avocats, des policiers, des gens qui peuvent vous aider toi et ton père. Mais nous avons besoin de preuves. Nous avons besoin de documentation. Peux-tu accéder à des dossiers financiers, des relevés bancaires, des documents de prêt, n'importe quoi avec la signature de Bastien? Il garde tout verrouillé dans son bureau mais je connais le mot de passe de son ordinateur. Il utilise le même pour tout. Alors voici ce que j'ai besoin que tu fasses. Demain quand tu seras seul j'ai besoin que tu photographies chaque document que tu peux trouver. Ne prends pas les originaux, juste des photos. Envoie-les à cette adresse email. J'ai noté un compte email sécurisé que Robert avait créé. Peux-tu faire ça? Oui mais monsieur Morel, et papa. Nous ne pouvons pas le laisser là avec Bastien. Nous ne le ferons pas. Mais si nous bougeons trop vite Bastien prendra un avocat, cachera les actifs et en fera une situation de parole contre parole. Nous avons besoin de preuves irréfutables. Peux-tu tenir encore quelques jours? Des larmes ont coulé sur son visage. Je tiens depuis 6 mois. Quelques jours de plus ne me tueront pas. Mais la façon dont elle l'a dit m'a fait douter qu'elle le croyait vraiment. Au cours des 72 heures suivantes, Chloé m'a envoyé 43 photographies, des documents de prêt montrant que Bastien avait refinancé la maison d'Alain en empruntant sur le capital qui était censé financer la retraite d'Alain, des relevés de cartes de crédit avec des dépenses dans des clubs de striptease, des casinos, des boutiques de luxe. Un fil de discussion par email où Bastien discutait avec un agent immobilier de la vente de la maison d'Alain et du placement du vieil homme dans un établissement de soins. Le plus accablant de tous était un projet de Nouveau Testament qui laissait tout à Bastien, excluant totalement Chloé avec une note dans la marge disant « Faites-lui signer avant qu'elle ne s'en rende compte ». James Wong, mon détective, a creusé encore plus profondément. L'entreprise immobilière prospère de Bastien était un château de cartes. Il avait perdu 3 contrats majeurs l'année dernière, était poursuivi par 2 anciens clients et utilisait l'argent d'Alain pour couvrir ses dettes de jeu. La conférence à Lyon. James a confirmé que Bastien s'était en fait envolé pour Monaco où il avait perdu 18 000 € aux tables de blackjack en 2 nuits. La capitaine Morin a examiné mes images de sécurité et a confirmé ce que je savais déjà, il y avait matière à des accusations d'agression. Robert Lefebvre a préparé une demande d'urgence pour une ordonnance de protection et a commencé le processus pour faire révoquer la procuration de Bastien. Mais nous avions besoin d'une chose de plus. Nous avions besoin que Bastien s'expose devant des témoins d'une manière qu'il ne pourrait ni nier ni expliquer. C'est là que ma formation militaire a été utile. J'ai organisé une réunion de voisins, envoyé des invitations à tout le monde dans notre petite communauté, y compris les Leroy. Le sujet était la sécurité domestique et le soutien aux résidents âgés. Je l'ai présenté comme une réponse à une vague d'escroqueries ciblant les seniors, ce qui était assez vrai.
Ce que je n'ai pas mentionné, c'est que j'avais invité la capitaine Morin comme conférencière, ou que j'avais installé des caméras supplémentaires dans mon salon, ou que Robert Lefebvre serait présent en tant que voisin concerné. Bastien a foncé droit dans le piège. La réunion était prévue le mercredi soir, le jour après le retour de Bastien de son prétendu voyage d'affaires. 23 voisins sont venus, y compris Alain et Chloé, que Bastien avait amenés pour maintenir les apparences. Alain avait l'air plus mal que je ne l'avais jamais vu. Plus mince, plus pâle, avec de nouvelles ecchymoses sur ses avant-bras qu'il essayait de cacher avec une chemise à manches longues malgré la chaleur de l'été. La capitaine Morin a fait une excellente présentation sur les escroqueries financières, les signes avant-coureurs de maltraitance des aînés et les ressources communautaires. J'ai regardé le visage de Bastien devenir de plus en plus rouge à chaque minute qui passait. Il savait, d'une manière ou d'une autre il savait que cela le concernait. Pendant la séance de questions-réponses j'ai fait mon mouvement. Capitaine Morin, que diriez-vous à quelqu'un qui soupçonne qu'un membre de la famille pourrait exploiter financièrement un parent âgé? Hypothétiquement parlant. Hypothétiquement je dirais de faire confiance à votre instinct. L'exploitation financière des personnes âgées est l'un des crimes qui progressent le plus rapidement en France. Nous parlons de millions d'euros volés à des personnes vulnérables par ceux en qui elles ont le plus confiance. Souvent les victimes sont trop embarrassées ou effrayées pour le signaler. Si vous soupçonnez quelque chose, il y a des numéros confidentiels que vous pouvez appeler. Nous prenons ces rapports très au sérieux. Bastien s'est levé brusquement. C'est ridicule. Vous parlez clairement de moi, Jean-Pierre. Tout le monde ici le sait. Vous avez une sorte de vendetta contre moi depuis que j'ai emménagé. Juste parce que vous êtes seul et aigri, cela ne vous donne pas le droit de calomnier ma famille. Bastien, assieds-toi, a dit Chloé doucement. Ne me dis pas de m'asseoir. C'est du harcèlement. Papa, dis-lui. Dis-leur à tous que tout ce que j'ai fait était pour t'aider. Le refinancement, la gestion de tes comptes, tout cela. Tu es reconnaissant, n'est-ce pas? Tous les regards dans la pièce se sont tournés vers Alain. Il a regardé Bastien, puis moi, puis sa fille. J'ai vu le moment où il a fait son choix. Non, a dit Alain, sa voix tremblante mais claire. Je ne suis pas reconnaissant. Je suis terrifié. La pièce est devenue silencieuse. Papa, a commencé Bastien. Tu m'as frappé. Tu as pris mon argent, menaçant de me placer en institution si je ne faisais pas ce que tu disais. Tu m'as isolé de mes amis, tu as volé la mémoire de ma femme en détruisant son jardin, tu as transformé ma propre maison en prison, et j'ai eu trop honte pour le dire à qui que ce soit parce que je suis un homme adulte, un ancien combattant, et que je ne pouvais pas me protéger de mon propre gendre. Le visage de Bastien est passé du rouge au pourpre. Espèce de vieux bâtard ingrat. Après tout ce que j'ai fait pour toi, après t'avoir accueilli, avoir géré ton deuil, ton besoin constant d'attention, tu veux faire de moi le méchant. Très bien, mais cette maison est à moi maintenant. Ces comptes sont à mon nom. Tu as tout signé de ton plein gré parce que tu es trop incompétent pour gérer tes propres affaires. En fait, Bastien, à ce sujet, Robert Lefebvre s'est levé, se révélant. Je suis maître Robert Lefebvre, avocat au barreau. J'ai déposé une requête d'urgence auprès du tribunal pour faire déclarer nuls tous les documents de procuration signés sous la contrainte. J'ai également déposé une motion pour geler tous les comptes actuellement à votre nom qui ont été financés par les actifs de M. Mercier. L'audience est prévue demain matin à 9 h. Les yeux de Bastien sont sortis de leurs orbites. Vous ne pouvez pas faire ça. Ce sont des documents légaux. Des documents légaux signés par un homme qui subit des violences physiques et émotionnelles de la part de la personne qui les a rédigés. J'ai des dossiers médicaux montrant un schéma de blessures compatible avec des agressions. J'ai des témoignages. J'ai des images de vidéosurveillance. Et j'ai des relevés bancaires montrant que vous avez siphonné plus de 500 000 € des comptes de M. Mercier en 9 mois. Alors oui, Bastien, je peux absolument faire ça. Bastien s'est tourné vers moi et pendant un moment j'ai cru qu'il allait vraiment essayer de me frapper. C'est vous qui avez fait ça. Vous les avez poussés à faire ça. Vieil imbécile, mêle tout. Non, Bastien. C'est toi qui as fait ça. Tout ce que j'ai fait, c'est de le documenter. C'est alors que Chloé s'est levée. Je veux le divorce et j'emmène mon père avec moi quand je pars. Ce soir, tu n'emmènes rien du tout. Tu es ma femme. Ce bébé est mon enfant. Tu feras ce que je te dis de faire. La capitaine Morin s'est avancée. Monsieur le roi, je pense que vous devriez arrêter de parler maintenant.
Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant un tribunal. Bastien a pivoté pour lui faire face. Est-ce que vous m'arrêtez? Sous quel motif? Agression, exploitation financière d'une personne vulnérable, fraude, et d'après ce que je viens d'entendre, possible séquestration. Monsieur Mercier, souhaitez-vous porter plainte? Alain m'a regardé. J'ai hoché la tête. Il a redressé les épaules. Et pour la première fois depuis des mois j'ai revu l'homme que je connaissais depuis 40 ans. L'homme qui avait servi son pays avec honneur, qui avait élevé une fille seule après que sa première femme soit partie, qui avait construit une entreprise à partir de rien, qui avait aimé Monique de tout son cœur. Oui, capitaine. Je souhaite porter plainte. Bastien s'est jeté sur Alain. Je me suis interposé et 30 ans d'expérience militaire ont pris le dessus. 3 secondes plus tard, Bastien était face contre terre sur le sol de mon salon avec mon genou dans son dos et ses bras maintenus derrière lui. Vous allez le regretter, a craché Bastien. Vous tous. Je vais vous détruire au tribunal. Je vais tout prendre. Avec quel argent, a demandé Robert calmement. Le tribunal a gelé vos comptes. Votre entreprise est en faillite et j'ai 3 cabinets d'avocats différents prêts à représenter Monsieur Mercier et sa fille pro bono. C'est fini pour toi, Bastien. La capitaine Morin a appelé du renfort. 2 agents sont arrivés en quelques minutes et ont emmené Bastien en garde à vue. Alors qu'il le conduisait vers la voiture de patrouille, il hurlait encore à propos de poursuites judiciaires et de vengeance. Les voisins sont sortis lentement, certains s'arrêtant pour serrer la main d'Alain, pour dire à Chloé qu'elle était courageuse, pour offrir leur soutien. Quand la maison s'est enfin vidée, il ne restait plus qu'Alain, Chloé, Robert, la capitaine Morin et moi. Chloé pleurait silencieusement, tout son corps tremblait. Je suis désolé, papa. Tellement désolé. J'aurais dû te protéger. J'aurais dû voir ce qu'il faisait. Alain a pris sa fille dans ses bras, faisant attention à son ventre. Tu protégeais notre petite fille. Il n'y a pas de quoi s'excuser. Nous sommes tous les deux des victimes ici, ma chérie. Mais nous allons nous en sortir maintenant. Monsieur Mercier, Madame le roi, a dit la capitaine Morin doucement. Je dois prendre vos dépositions formelles. Et Monsieur Mercier, j'aimerais que vous soyez examiné par un médecin pour documenter vos blessures. Est-ce que demain matin conviendrait? Oui, capitaine. Tout ce dont vous avez besoin. Après le départ de Morin, Robert a exposé les étapes suivantes. Audience au tribunal demain pour annuler la procuration et geler le refinancement. Procédure de divorce pour Chloé. Procès pénal pour Bastien sur plusieurs chefs d'accusation. Récupération des fonds volés, bien qu'il nous ait prévenu qu'une partie pourrait être perdue à jamais. Où allez-vous loger ce soir, ai-je demandé à Alain. J'ai pensé peut-être un hôtel. Absolument pas. Vous restez ici tous les deux. J'ai 3 chambres vides et Catherine aurait voulu que j'aide. Pas de discussion. Chloé m'a serré dans ses bras alors. Cette brave jeune femme qui avait tout risqué pour sauver son père. Merci Monsieur Morel pour tout. Pour avoir vu ce que personne d'autre n'a vu, pour nous avoir cru. Pour vous être soucié de nous. C'est ce que font les voisins, ai-je dit. C'est ce que fait la famille. Le procès pénal a duré 8 mois. Bastien a plaidé non coupable. Il a essayé de prétendre qu'Alain souffrait de démence, que les blessures étaient auto-infligées, que les transactions financières étaient toutes autorisées. Son avocat m'a dépeint comme un veuf solitaire et rancunier, Chloé comme une fille manipulatrice essayant de voler l'argent de son père. Mais les preuves étaient accablantes. Mes images de sécurité montraient agression après agression. Le rapport du médecin légiste documentait des blessures compatibles avec des abus, pas des chutes ou des accidents. Les registres financiers montraient un schéma clair de vol. Le témoignage de Chloé a été dévastateur, détaillant le contrôle, les menaces, l'isolement. Le jury a délibéré pendant 3 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Bastien Leroy a été condamné à 5 ans de prison ferme suivi de 3 ans de mise à l'épreuve. Il a été condamné à rembourser les 517 000 € qu'il avait volés à Alain, plus les intérêts. Il a perdu sa licence de promoteur, sa réputation professionnelle, tout. Le divorce de Chloé a été finalisé 2 mois avant la fin du procès. Elle a donné naissance à une petite fille en bonne santé en février, l'a prénommée Monique comme sa grand-mère. Alain était dans la salle d'accouchement pleurant des larmes de joie, recevant une seconde chance de fonder une famille.
Robert Lefebvre a réussi à récupérer environ 60% de l'argent volé. Le reste avait été dilapidé au jeu ou dépensé pour le train de vie de Bastien, mais la maison d'Alain a été sauvée, remise à son nom. Le refinancement frauduleux a été annulé. Quant à moi, j'ai retrouvé un but. J'ai lancé un programme de soutien aux aînés dans le quartier, apprenant aux autres seniors comment repérer les abus financiers, comment se protéger, comment demander de l'aide. J'ai fait équipe avec la capitaine Morin pour donner des conférences dans toute la région. Nous avons aidé à identifier et à arrêter 17 cas de maltraitance de personnes âgées au cours des 2 dernières années. Alain s'est réinstallé dans sa maison mais il est rarement seul. Chloé et la petite Monique vivent avec lui, et nos soirées belotes du mercredi ont repris, bien qu'elles incluent maintenant Chloé qui nous apprend à tous les deux comment jouer correctement au poker. Le jardin est restauré, plus beau que jamais, avec de nouvelles sections sur lesquelles Chloé et Alain travaillent ensemble. Les gens me demandent parfois pourquoi je me suis impliqué. Pourquoi je ne me suis pas contenté de m'occuper de mes affaires, de laisser les problèmes familiaux se régler en privé, et je leur dis la vérité. Parce que j'ai été formé pour protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Parce qu'Alain était mon ami, mon frère dans tout ce qui comptait. Parce que Chloé méritait mieux qu'une vie de peur et de contrôle. Parce que cette petite fille, Monique, méritait de grandir en connaissant son grand-père, en sachant que les hommes de bien se dressent contre le mal, même quand c'est difficile. Mais surtout parce qu'il y a des années, quand Catherine a été diagnostiquée pour la première fois, et que je ne savais pas comment je survivrais à sa perte, Alain Mercier s'est présenté à ma porte avec un plat cuisiné, une bouteille de vin et la promesse que je ne traverserais pas cela seul. Il a tenu cette promesse. Il est resté avec moi pendant les rendez-vous de chimiothérapie, les mauvais jours, les soins palliatifs, les funérailles. Il était là quand j'avais le plus besoin de lui. Alors quand il a eu besoin de moi, il n'y a jamais eu de question sur ce que je ferais. C'est ce que fait une vraie famille. On répond présent. On fait attention. On agit. L'anniversaire de l'arrestation de Bastien était le mois dernier. Alain, Chloé, Monique et moi sommes allés au bord du lac, celui où Alain et moi avions l'habitude d'emmener nos femmes pour des pique-niques. Nous y avons dispersé quelques cendres de Monique ainsi que quelques-unes de Catherine, laissant 2 femmes qui ne s'étaient jamais rencontrées dans la vie se mêler dans l'eau qu'elles aimaient tant. Chloé a apporté son appareil photo et a pris des photos d'Alain tenant sa petite fille, cette magnifique petite fille qui grandirait en sécurité parce que des gens ont refusé de détourner le regard. Alors que je les regardais, Alain apprenant à Monique à faire des ricochets pendant que Chloé riait de leur tentative ratée, j'ai senti la présence de Catherine. Elle aurait été fière de ce que nous avons fait. Fière que nous nous soyons battus pour les vulnérables, que nous nous soyons opposés à la cruauté, que nous ayons choisi le courage plutôt que le confort. Ce soir-là de retour chez Alain alors que nous étions assis sur la véranda à regarder le coucher du soleil, il s'est tourné vers moi et a dit « Jean-Pierre, je dois te dire quelque chose. » Quoi donc? Merci, pas seulement pour m'avoir sauvé la vie, même si tu l'as fait. Merci de m'avoir redonné un but. De m'avoir montré que vieillir ne signifie pas devenir impuissant. De m'avoir prouvé qu'il y a encore des gens bien dans le monde qui en ont quelque chose à foutre. J'ai levé ma bouteille de bière aux gens bien qui en ont quelque chose à foutre. Il a trinqué sa bouteille contre la mienne. À la famille, celle avec laquelle on est né et celle que l'on choisit. Monique, âgée de 2 ans maintenant et pleine de personnalité, s'est approchée en dandinant et a demandé à être portée. Alain l'a hissée sur ses genoux et elle s'est installée contre sa poitrine, le pouce dans la bouche, les yeux tombants. Grand-père raconte une histoire a-t-elle marmonné avec sommeil. Quelle histoire ma chérie? L'histoire du dragon. C'était sa préférée, un conte qu'Alain avait inventé à propos d'un brave chevalier qui sauvait un royaume d'un terrible dragon. Je savais que le symbolisme n'échappait pas à Alain. Le dragon portait le visage de Bastien dans l'esprit d'Alain. J'en étais sûr. Alors qu'Alain commençait l'histoire, sa voix douce et apaisante, Chloé s'est assise à côté de moi. Il va tellement mieux, a-t-elle dit doucement. Les cauchemars sont moins fréquents. Il reprend du poids. Il rit à nouveau. Toi aussi ai-je observé. Elle a souri. Oui, c'est vrai. Je reprends l'enseignement en septembre, à temps partiel, juste le matin. Papa va garder Monique. Nous trouvons nos marques. Nous construisons une nouvelle normalité. C'est tout ce que n'importe lequel d'entre nous peut faire. Monsieur Morel, est-ce que je peux vous demander quelque chose? Toujours. Est-ce que vous vous demandez parfois si Bastien reviendra quand il sortira de prison?
Je veux dire, est-ce que vous craignez qu'il essaie de nous faire du mal à nouveau? J'y avais pensé. Bien sûr que j'y avais pensé. Bastien sortirait dans quelques années pour bonne conduite. Il aurait une quarantaine d'années, serait en colère, vengeur et chercherait quelqu'un à blâmer. J'y pense et j'admets, mais je sais aussi qu'il n'est plus le même Bastien que celui qui est entré. La prison change les gens, et même s'il sort en colère, il trouvera une communauté qui surveille. La capitaine Morin surveille tous les délinquants libérés dans des cas comme celui-ci. Nous avons des ordonnances de protection en place. Et Chloé, tu n'es plus la même personne non plus. Tu es plus forte. Tu connais tes droits. Tu sais comment demander de l'aide. Et vous serez toujours là. Je ne vais nulle part. C'est ici ma maison. Vous êtes ma famille. Je serai là aussi longtemps que vous aurez besoin de moi. Elle a posé sa tête sur mon épaule et nous sommes restés là dans un silence confortable à regarder Alain avec sa petite fille. Cette petite famille qui avait été brisée et reconstruite. Plus tard cette nuit-là, seul dans ma propre maison, j'ai sorti l'album photo que Catherine et moi avions fait pendant sa dernière année. Des photos de nous au lac, à Noël, à l'anniversaire de mariage d'Alain et Monique. Sur la dernière page, Catherine avait écrit une note de son écriture tremblante, datée de 3 jours avant sa mort. Jean-Pierre, mon amour, quand je serai parti, ne laisse pas le chagrin te rendre petit. Reste grand. Reste ouvert. Continue de te battre pour les gens qui ont besoin qu'on se batte pour eux. C'est qui tu es. C'est de cet homme que je suis tombée amoureuse. Promets-moi que tu continueras d'être cet homme. J'avais fait cette promesse en lui tenant la main, en la regardant s'éteindre. Et quand j'ai vu les ecchymoses d'Alain ce matin de juillet, quand j'ai remarqué sa peur, quand j'ai choisi d'agir au lieu de détourner le regard, je l'ai tenue. Je la tiens encore chaque jour parce que c'est ce que nous faisons. Nous remarquons. Nous nous soucions. Nous agissons. Nous protégeons ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Nous choisissons le courage plutôt que le confort. Nous nous tenons debout même quand c'est dur, surtout quand c'est dur. C'est ce que Catherine m'a appris. C'est ce que l'armée m'a appris. C'est ce que 40 ans d'amitié avec Alain Mercier m'ont appris. C'est ce que signifie être humain. Cette histoire nous rappelle cruellement que la maltraitance des personnes âgées est une réalité souvent invisible, même dans les quartiers les plus paisibles. Jean-Pierre représente cette vigilance citoyenne indispensable qui refuse de détourner le regard face à l'injustice. En France, l'abus de faiblesse et la maltraitance financière sont des crimes sévèrement punis par la loi, mais ils reposent souvent sur le silence des victimes qui ont honte ou peur de leurs propres proches. Le personnage de Bastien illustre parfaitement cette manipulation psychologique qui isole la victime pour mieux la dépouiller. Il est essentiel de rester attentif aux changements de comportement de nos voisins et de nos aînés, car une simple intervention peut littéralement sauver des vies et restaurer la dignité de ceux qui ont passé leur vie à construire notre société. Cette solidarité intergénérationnelle et ce courage de s'impliquer sont le ciment de nos communautés. Avez-vous déjà été témoin d'une situation où vous avez dû intervenir pour protéger une personne vulnérable ou soupçonner un abus dans votre entourage sans savoir comment réagir? Partagez votre expérience dans les commentaires.